Eh bien, bonjour à tous. Tania Lafort. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live sur LinkedIn. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler du stress au travail, la gestion des émotions dans le cadre du travail. Vaste programme. Et ce que je vous propose, c'est de partager tout d'abord un PowerPoint pour vous montrer qui je suis. Et l'idée, c'est que pendant ces 30 minutes, je vais vous donner déjà un outil concret et pratique pour améliorer le stress dans les situations professionnelles. Alors, je me permets donc de partager mon PowerPoint qui est, qui n'est plus là, il est là. OK, partagé, parfait. Voilà, voilà. Et donc, diaporama à partir de OK, voilà. Donc maintenant, vous voyez mon PowerPoint. L'idée, c'est donc, pendant ce temps, d'acquérir finalement des principes, des notions concernant le système nerveux central, notamment pour la gestion du stress et des émotions. Comprendre c'est quoi le stress et comment ça fonctionne, l'impact sur notre santé, puis acquérir des outils pratiques à utiliser en entreprise. Donc là, dans ce webinaire, je vous donnerai deux outils concrets et pratiques que vous pourrez utiliser très facilement dans le contexte professionnel, mais bien sûr aussi dans d'autres contextes. Alors tout d'abord, qui suis-je pour vous donner pour organiser ce live? Donc je m'appelle Tania Lafort, je suis la directrice du centre de formation Réa Active, Réa Formation, qui existe depuis 15 ans, situé, excusez-moi, situé à Annecy, dans le 74. Je suis coach professionnel. J'interviens donc en entreprise pour des formations sur la gestion du stress, sur la communication, sur le management. Je suis aussi enseignante en programmation neurolinguistique, la PNL, et en hypnose. J'interviens beaucoup avec les professionnels de santé, notamment pour utiliser l'hypnose dans les services de soins et aussi l'hypnose en urgence. Je suis donc formatrice professionnelle d'adultes et aussi j'ai un cabinet dans lequel je reçois des personnes pour du stress, du burn-out. Je travaille aussi avec les entreprises, parfois sur les risques psychosociaux et sur l'accompagnement des personnes. Voilà. Donc, je suis aussi auteur du livre Surmonter le stress et l'anxiété que vous trouverez sur notre site internet. Si vous tapez mieux vivre PNL sur Ourea Active, vous trouverez le site internet sur lequel vous avez toutes les références du livre Surmonter le stress et l'anxiété, à l'intérieur duquel vous avez tout un processus qui explique c'est quoi le stress, c'est quoi l'anxiété, qui donne des exemples concrets et qui vous donne tout un parcours avec des audios à télécharger pour expérimenter des techniques pour vous-même, c'est-à-dire pour les personnes en situation de stress ou de problème de gestion des émotions. Et donc, il y a un tas d'outils que vous pouvez expérimenter pour choisir ceux qui vous convient. Donc, ce livre est sorti en septembre dernier, il a un grand succès et vous pourrez le trouver en vente assez facilement. Donc, voilà un petit peu pour me présenter. Maintenant, abordons le sujet. Donc là, voilà la formation, la société réactive. Donc, on intervient sur la gestion du stress, communication, RPS, CSE, développement des compétences dans différents domaines. Voilà un petit peu pour qui je suis. Maintenant, le stress, la gestion des émotions, voici la définition du stress en entreprise. C'est une réaction de l'organisme à une agression par un agent physique, psychique ou émotionnel, entraînant un déséquilibre qui doit être compensé par un travail d'adaptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stress, quelque part, c'est une fonction positive puisque c'est notre corps qui s'adapte à notre environnement. D'accord? Et dans la notion de travail, finalement, le stress est une réaction de l'organisme pour se défendre contre les agressions. Alors, les agressions, elles sont réelles ou elles sont que dans notre tête, hein, afin d'augmenter la capacité à se confronter à une situation. Donc, l'organisme doit finalement gérer de l'énergie. Donc, globalement, je regarde d'ailleurs sur le stress au travail, c'est un déséquilibre entre ce qu'on me demande et ce que je me sens capable de faire. J'ai bien dit de ce que je me sens capable de faire, parce que parfois, on se trouve sur nos capacités. Alors, émotion, stress, à quoi c'est dû au niveau personnel, au niveau du travail.
Ça peut être des facteurs de stress importants, parfois si j'ai une alimentation qui n'est pas du tout équilibrée, par exemple un manque d'oméga 3 ou un manque de magnésium, par exemple, ça peut favoriser le problème de gestion émotionnelle et de la gestion du stress. Je peux aussi me fixer des objectifs qui sont pas adaptés ou des fixer trop haut, ou alors être beaucoup, par exemple, perfectionniste. Et je rencontre des personnes en entreprise qui sont, alors c'est génial parce qu'ils font du bon travail, mais ils sont tellement perfectionnistes qu'ils vont finalement perdre du temps ou se stresser alors que finalement le responsable hiérarchique ne donne pas de comment dire, il y a un décalage entre la perception de la personne et la réalité sur le terrain. Mes pensées peuvent être aussi source de stress. Les personnes qui ruminent sans arrêt, qui anticipent le pire. Donc ça, c'est aussi des façons de se stresser et du coup d'avoir des émotions qui sont ou du stress ou de la colère ou de l'anxiété. Donc les pensées sont facteurs. Le corps, si effectivement je parlais de l'alimentation, mais si j'ai pas un bon état physique, je peux être aussi plus sensible au stress et aux émotions. Des erreurs de perception dans la communication, ça, on va le développer, on va vraiment en parler parce que je pense que tout le monde devrait avoir ces données. Parfois, ça peut être aussi un manque de compétences. Imaginez, par exemple, je prends un poste et on me demande d'être un peu multitâche et je ne sais pas gérer mon temps. Enfin, j'ai l'impression que je gère bien, mais en pratique, je n'ai pas de planning, je n'ai pas organisé mon temps dans un espace, dans un agenda avec une organisation des tâches. Bien ça peut être aussi facteur de gestion du stress, ou alors je manque de compétences en communication, c'est-à-dire que je ne sais pas exprimer, je ne sais pas dire non, par exemple, ou je ne sais pas exprimer mes besoins auprès de mes collègues ou de mon N+1. Ça peut être aussi facteur de stress. Donc, dans les compétences, il y a l'organisation, gestion du travail, ça peut être gestion des émotions, c'est une compétence, absolument, la communication. Tout ça, ce sont des compétences transversales, ce qu'on appelle aussi les soft skills, qui peuvent générer du stress aussi. Et puis, je ne sais pas m'adapter, c'est-à-dire que j'ai besoin, mon profil de personnalité est quelque chose un peu plus rigide, avec une difficulté à m'adapter. Ça aussi, c'est les compétences, hein. Ça peut être aussi facteur de stress. Globalement, on pourrait dire que dans le stress et la gestion des émotions, eh bien, on a des stresseurs internes qui sont liés à la personne et on a des stresseurs externes. Dans les stresseurs internes, ça peut être pas assez de temps ou la gestion du temps. J'ai un dossier qui n'a pas été rendu et du coup, je cogite sur les conséquences. Je peux avoir un client mécontent, mais ça, c'est plutôt sur les facteurs externes. Les ruminations, la peur de ne pas gérer mes émotions, toutes les histoires que je me raconte à propos de la situation, donc les pensées, on va y venir, ou le manque de compétences techniques sur les soft skills, par exemple, ou on me demande de faire quelque chose sur Excel, par exemple, et je ne gère pas bien Excel, et du coup, ça va me prendre 4 fois plus de temps que quelqu'un d'autre. Donc, parfois, eh bien, les formations et la gestion des compétences transversales vraiment intéressant pour gérer le stress. D'ailleurs, dans les systèmes de recrutement, on se rend compte maintenant que c'est hyper important que d'évaluer les personnes sur leurs compétences en réel, avec l'assessment, par exemple, pour vraiment que le recruteur sache est-ce que la personne a les compétences ou est-ce qu'il faut la former pour acquérir des compétences pour qu'elle soit dans une qualité de vie au travail. Et puis les stresseurs externes, ça peut être le bruit, ça peut être les autres qui vous mettent la pression ou les autres. Ça peut être menaces physiques, hein. Il y a des métiers où vous êtes par exemple en relation avec du public et quand on est au niveau de l'accueil, on peut tout à fait avoir des menaces ou sentir des menaces physiques, menaces psychologiques. Effectivement, les personnes qui vivraient par exemple du harcèlement et tout un tas d'autres choses. Donc, il faut différencier les facteurs externes des facteurs internes. Maintenant, un premier outil qui va vous être utile, c'est la compréhension de comment fonctionne votre cerveau. Alors, moi, je suis donc formatrice en programmation neurolinguistique et donc, on va prendre un schéma très simple.
comment fonctionne mon cerveau. Et vous allez comprendre que parfois, on se met dans des situations ou de colère, ou de peur, ou de stress, alors qu'il n'en a pas lieu du tout. C'est juste une façon, notre vision, nos habitudes, notre personnalité qui va favoriser ça. Et ça se travaille. Alors, comment fonctionne notre cerveau? Notre cerveau fonctionne comme un super ordinateur. Et donc, ce super ordinateur, eh bien, quand vous tapez sur votre clavier, vous tapez des données et vous enregistrez dans votre ordinateur. Eh bien, nous, notre cerveau, les données qu'il va capter, eh bien, ce sont nos cinq sens. Vous voyez ici le V de visuel, le A de auditif, le K de kinesthésique, c'est le toucher ou le ressenti, le O de olfactif et le G de gustatif. Eh bien, mon cerveau capte des données à l'extérieur. Je rentre dans mon bureau, je vois une tonne de papier sur mon bureau, j'entends le téléphone qui sonne, je me sens stressée ou pas. Bref, donc mon cerveau capte des données. Et alors, comme il capte énormément de données, il va faire différentes opérations. On capte des données au niveau conscient et au niveau inconscient. On capte beaucoup plus de données au niveau inconscient qu'au niveau conscient. Je peux par exemple arriver le matin, croiser mon N+1 et voir qu'il a une tête pas cool aujourd'hui et commencer à me raconter des histoires, mais sans même en avoir conscience. Et donc, je capte beaucoup plus de données au niveau inconscient que conscient. Et comme je capte énormément de données, mon cerveau est obligé de faire du tri. C'est-à-dire que certains éléments, il va faire par exemple des omissions. C'est-à-dire qu'au niveau conscient, il ne va pas en tenir compte. Alors, je donne souvent un exemple. Imaginez quand vous achetez une nouvelle voiture, d'un coup, vous voyez cette nouvelle voiture partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins. C'est juste que comme il n'y avait pas d'intérêt, vous ne la percevez pas au niveau conscient. Donc, on fait des omissions. D'ailleurs, on peut faire des omissions au niveau du travail parce que j'ai mal compris une tâche et que je ne vais pas forcément percuter sur des infos qui vont être intéressantes. Je fais aussi des distorsions. Mon N+1 passe devant moi et ce matin, alors que d'habitude il est souriant, là il fait une drôle de tête, je peux en conclure en fonction de mon profil de personnalité ou qu'il m'en veut, ou que j'ai fait quelque chose de mal, ou qu'il a lui un problème. Bref, je vais interpréter les choses d'une certaine manière. Et puis je peux faire aussi des généralisations. J'ai eu un problème avec un client pour qui, par exemple, on a délivré tel produit en retard. Et donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un produit qui sera livré en retard, le client le prendra mal. Je fais des généralisations. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais faire plutôt des omissions, des distorsions, des généralisations? Alors, mon cerveau, en fait, quand vous recevez une information, il va aller voir ce qu'il y a un peu en stock dans ma tête. Et qu'est-ce qu'on a en stock? Eh ben, il y a nos expériences passées. Les expériences passées, eh bien, ce sont les expériences professionnelles, mais ce sont aussi les expériences personnelles. Je vous donne un exemple. Euh, dans ma vie enfant, par exemple, j'ai eu un papa un peu violent, voire agressif, et dès qu'il montait le ton, eh bien, je ne sais pas pourquoi, je me stresse et je sais qu'il fallait plutôt me cacher, parce que sinon j'allais m'en prendre une. Eh bien, je suis au niveau professionnel. Quand mon patron parle sur un certain ton, je ne sais pas pourquoi, c'est pas du tout conscient, mais j'ai un nœud à l'estomac. Eh bien, ça vient de mon passé. On n'est pas, enfin, nous sommes des êtres à part entière, et donc dans notre vie professionnelle, notre expérience personnelle a un impact, bien entendu. Mes croyances, eh bien, ce que je crois de moi, ce que je crois de mon poste, ce que je crois de la vie en général, ce que je crois de mes compétences, ce que je crois de la société, de mon N+1, et mes valeurs, ce qui est important pour moi. En fonction de ça, eh bien, mon cerveau va dire, bah, ça, hop, j'en tiens pas compte, ça veut dire ça, et en ça veut toujours dire ça. Et du coup, ça va générer un état interne. Et vous comprenez bien que si je me suis dit, mon patron qui passe devant moi sans me dire bonjour aujourd'hui, si je me suis dit, eh bien, il doit avoir des soucis dans sa vie, mon état interne sera neutre ou compatissant plutôt. Mais si je me dis dans ma tête, oh là là, j'ai dû faire une connerie, j'ai dû faire une erreur, il m'en veut, ben, mon état interne et mes émotions, on comprendrait bien, sont complètement différentes. Et puis si je vais encore plus loin, eh bien, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ce ne sont pas les
l'événement extérieur qui peuvent provoquer mes émotions et mon état interne, c'est souvent plutôt, dans beaucoup de cas, les histoires que je me raconte à propos de ce qui se passe. D'accord? Les histoires que je me raconte vont avoir un impact sur mon état interne. Et puis, si je continue ce cirque qui peut être vicieux ou vertueux, ce cercle, par exemple, eh bien, ensuite, je vais avoir un comportement. Si je me suis dit que mon patron m'en veut ou j'ai dû faire une erreur, et du coup, mon comportement, quand je vais le croiser, peut-être que je vais prendre du recul, ou je vais être agressive, ou je vais être un peu renfermée. Et donc, c'est un cercle vicieux. Si je me dis au contraire que, eh bien, il doit y avoir des problèmes dans sa vie, bah, peut-être que mon comportement sera différent. Peut-être que j'irai discuter ou que j'éviterai d'aller le voir en le laissant tranquille. En tout cas, ma perception sera différente. Et voyez donc que finalement, ça, c'est ce qu'on appelle la notion du modèle du monde et que donc, je, en fonction de mon expérience et de mes interprétations, je vais être stressée ou pas, je vais vivre de la colère, de la peur, de la tristesse, mais c'est souvent en fonction de mon interprétation. Voilà un petit peu sur la gestion des émotions. J'espère que ça vous sera utile et je vais vous donner tout de suite une petite astuce vis-à-vis de ça. Mon astuce, eh bien, alors, est-ce que je suis au bon endroit? Non. Hop. Eh bien, mon astuce, ce sera simplement, quand vous avez un état interne qui est compliqué dans une situation, le premier truc à vous dire, le premier truc, c'est de dire stop, je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Je me concentre sur les faits et je questionne. C'est-à-dire que l'idée, c'est est-ce que ce que je suis en train de ressentir, c'est lié à mon interprétation, aux choses que je me raconte, qui ne sont pas du tout factuelles, ou est-ce que c'est lié à un fait concret? Et ça, c'est l'inverse du fonctionnement naturel du cerveau. C'est un travail sur soi. Exemple, j'ai croisé mon patron qui fait une tête un peu bizarre. L'effet, c'est quoi? C'est je croise mon patron qui a au non-verbal qui exprime quelque chose de bizarre, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Je me concentre sur les faits et je questionne. L'effet, c'est qu'il a une tête comme ça. Je questionne, c'est-à-dire je vais aller le voir en disant, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est lié à moi ou pas? Alors oui, bien entendu, pour faire ça, il va falloir avoir des compétences en communication. C'est pour ça que communication, gestion des émotions, quand j'interviens dans les entreprises, forcément, ça va ensemble. Sinon, c'est pas possible. On peut pas bien communiquer si on ne sait pas gérer ses états internes. Et le fait de communiquer, d'avoir des outils de communication va permettre de prendre du recul et de aussi mieux gérer son stress. Donc, vous voyez, première astuce, c'est si je sens que j'ai un état interne qui monte, stop, je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien, parce que je sais que mon cerveau ne fait qu'interpréter. Je me concentre sur les faits, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est observable concrètement, et je questionne. Et ensuite, peut-être qu'effectivement, il y avait lieu d'être anxieux, peut-être qu'il y avait lieu de gérer, il y a raison d'être en colère, bref, mais en tout cas, première étape, c'est ça. J'espère que ce, ceci vous sera utile. Alors, si vous voulez compléter des informations sur la PNL et sur toutes ces données, allez, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Si vous tapez Tania Lafort ou si vous tapez Réa Active, vous aurez plein de vidéos courtes qui vous donneront des astuces pratiques et concrètes dans votre quotidien par rapport à tout ça. Aujourd'hui, bien sûr, je ne vais pas tous les voir, on a un peu de temps. Je vais vous donner quelques données. Alors maintenant, si je vais plus particulièrement, justement, si je fais des liens avec tout ça, eh bien ma perception du monde, c'est-à-dire les histoires que je me raconte à propos des situations, vont directement impacter mes états internes, comme on vient de le voir. Et ce qu'il y a, c'est que mes états internes vont impacter ma relation. Où je suis, vous savez bien, quand vous êtes stressé, vous n'allez pas communiquer de la même manière. Où je suis dans un état interne plutôt positif et je vais avoir des relations plutôt constructives, ou je vais être dans la tristesse ou dans la colère ou dans la peur, et là, je risque d'avoir une communication plutôt dans le domaine fuite ou attaque. Je ne sais pas si ça vous parle. Eh bien, donc tout ça, c'est lié complètement. Et en plus, mon état interne va jouer sur la façon dont je parle. Vous savez bien que quand vous êtes ou en colère ou stressé ou fatigué, vous n'avez pas le même, euh, la même
Alors, peut-être qu'on voit plus du tout là au niveau de la lumière. Voilà. Vous n'avez pas forcément le même ton de voix. Et on sait que la façon dont je dis les choses est beaucoup plus importante que ce que je dis. C'est parce que j'ai raison qu'il faut faire 2 fois plus attention à la forme. Donc, bien communiquer, ça passe par la gestion des émotions. Et puis, dans tous les outils que vous apprenez, effectivement, vous allez apprendre progressivement. Le stress, comment ça fonctionne maintenant? Si je vais plus spécifiquement dedans, puisque ça fait partie ben, des risques psychosociaux, par exemple, en entreprise, sont une obligation. Et, euh, et puis, c'est important de comprendre comment on fonctionne et comment ça fonctionne pour mieux se repérer, pour mieux repérer les facteurs de stress et mieux les réguler. Je vais vous donner tout de suite un outil dans quelques instants, utile, pratique, qui est référencé au niveau scientifique. Il y a 15 000 études scientifiques dessus qui peut vous aider vraiment de façon très simple à gérer votre stress. C'est aussi un outil qui peut être mis en place dans les entreprises, dans la gestion des risques psychosociaux, pour éviter, dans la prévention, dans la qualité de vie au travail, qui est facile à mettre en place et qui est pas mal utilisé, par exemple, aux États-Unis. Alors, le stress, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Imaginez une souris voit un chat. Je me permets de reprendre cette métaphore qui m'a été transmise par le docteur Charlie Kienji, qui a beaucoup travaillé sur le stress. Imaginez une souris voit un chat. Qu'est-ce qu'elle fait? Son système sympathique euh, s'accélère. La souris voit un danger. Effectivement, elle risque de se faire croquer. Donc, automatiquement, son système nerveux autonome envoie une charge sympathique, c'est-à-dire envoie une poussée d'adrénaline. Et l'idée, c'est simplement de permettre à cette souris de fuir ou d'attaquer. Donc, quel impact ça a? Eh bien, il y a une augmentation du rythme cardiaque, on a une augmentation euh, du rythme respiratoire. L'idée, c'est que le système nerveux envoie énormément d'oxygène dans les muscles euh, et du coup, on a des capacités comme des animaux, nous ne sommes que des animaux sociaux. On va avoir des capacités à fuir ou attaquer, mais pas forcément des capacités à réfléchir. Et vous voyez que c'est un problème au niveau euh, du travail. Et nos chats à nous, eh bien, ça peut être, nous ne sommes que des animaux sociaux, hein. Nos chats à nous, ça peut être la peur de faire euh, incendié par moins N plus un. Ça peut être la peur de ne pas atteindre mes objectifs. Ça peut être un client mécontent. Tout ça, eh ben, on réagit exactement pareil. Notre système nerveux autonome réagit pareil. Vous voyez un petit peu l'impact. Eh bien, la souris, elle a de la chance, elle. Parce que le chat s'en va. Eh bien, hop, plus de danger. Elle a un autre système, au niveau de son système nerveux. Il y a le système parasympathique qui va s'activer. Le calme revient, le rythme cardiaque redescend, la respiration se calme, la souris se calme et elle oublie. Mais nous, le problème, c'est que nous ne sommes pas des souris. Et donc, plutôt que le calme revienne, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des pensées automatiques. Oui, mais le chat, si j'avais pas fait ça, peut-être qu'il serait pas venu. Oui, mais peut-être que le chat va revenir. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Mon dossier, peut-être que si j'avais pas fait ça, eh bien, j'aurais pu éviter ça. Et peut-être que là, ça se passe bien, mais peut-être que mon chef après ou mon collègue va critiquer ce que j'ai fait. Enfin bref, vous voyez. Donc globalement, on va dire que on arrive dans du stress chronique. Et ça, c'est typique de l'être humain, parce que la souris n'a pas ce cerveau, cette réflexion. Voilà. Donc, globalement, comment ça marche? C'est un mécanisme physiologique, le stress, où vous avez le système sympathique, qui est un système d'alerte, qui permet de, normalement, si nous étions des animaux, de réagir aux dangers, mais les dangers parfois sont uniquement dans nos têtes. Et puis le système parasympathique qui va tout freiner et qui va permettre d'éviter d'être tout le temps en alerte. Et donc la vigilance calme, c'est ce qu'on va obtenir avec un exercice respiratoire pratico-pratique et tranquille qui permet l'équilibre entre les deux. Sachez simplement que quand vous avez un stress aigu, quand vous avez ces pensées-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe énormément de choses au niveau de votre système nerveux central. Vous avez le rythme cardiaque qui augmente, vous avez une augmentation du rythme respiratoire,
une vasoconstriction des vaisseaux, de la transpiration, une augmentation de l'adrénaline, une augmentation du cortisol, etc., etc. Donc, pour pouvoir fuir ou attaquer. Donc, nous fonctionnons comme des animaux. Au niveau sympathique, on a en plus une augmentation du cortisol qui est neurotoxique, qui va agir sur nos neurones, une diminution de la DHEA qui est l'hormone liée au vieillissement. Donc, quand on est stressé, on vieillit plus. Mesdames et messieurs, la meilleure crème anti-rides, c'est la zénitude, la gestion des émotions. Diminution du facteur natriurétique auriculaire qui a un lieu lié dans l'hypertension, diminution de l'ocytocine qui a un lien dans la relation humaine et notamment de la sérotonine, qui n'est pas notée ici, mais qui a un lien dans la dépression. Et quand le système parasympathique active, eh bien, vous avez tout l'inverse. Augmentation de la DHEA, diminution du cortisol, augmentation, bref, tout est à l'inverse pour aller vers beaucoup plus de zénitude. Et ça, on peut activer ce système parasympathique. Ça, c'est la source du docteur David Auer, qui parle de la cohérence cardiaque et la méthode 365 que je vais vous présenter bientôt. Certains d'entre vous connaissent peut-être, en tout cas j'espère, parce que c'est vraiment magique. Eh bien, on peut tout à fait, avec un système de respiration, pendant 5 minutes, un certain système de respiration, activer ce système parasympathique. Et quand on le fait régulièrement, eh bien, on a vraiment du calme, une vigilance calme. On est capable, on passe en cohérence émotionnelle, donc c'est-à-dire face à une situation qui d'habitude vous provoque un état émotionnel difficile, eh bien, vous allez beaucoup plus facilement gérer. Vous allez avoir un meilleur sommeil, meilleure concentration, meilleure capacité d'apprentissage. On a 15 000 études scientifiques qui nous prouvent tout ça. C'est pour ça que c'est important de le comprendre parce que ça paraît tellement simple à appliquer, je vais vous expliquer ça, que ça paraît presque trop beau pour être vrai. Donc, bon stress, mauvais stress. Bon stress, c'est un stress qui est utile à votre survie, d'accord? Qui donne une vigilance, ben, pas dans l'excès. Et le mauvais stress, c'est le stress aigu ou le stress chronique. C'est-à-dire qu'on commence à entretenir ce stress parce que ou j'ai une charge de travail bon, difficile, ou je rumine et je ne sais pas gérer mes émotions en continu et ça devient du stress chronique. Bon stress, mauvais stress, c'est quoi? Alors, si vous n'avez pas assez de stimulation, eh bien, le problème, c'est que le jour où vous allez devoir de mettre un coup de boost au niveau du travail, vous n'allez pas gérer. Eh bien, je mets cette métaphore que j'ai reprise. Vous tenez un verre d'eau comme ça dans la main. Voilà. Vous la tenez 1 minute, ça va. Vous la tenez 4 heures, ça commence à fatiguer. Vous la tenez une journée. Eh bien, vous voyez, quand je cumule, au bout d'un moment, eh bien, ça va être difficile de gérer. Donc, à long terme, c'est quelque chose qui va pouvoir me paralyser. L'idée, la métaphore de David Hauer, c'est j'ai du stress d'un côté et de l'autre côté, j'ai mon équilibre. On pourrait comparer à l'équilibre financier. C'est-à-dire que si je suis équilibré, je suis capable de gérer beaucoup de choses. Si je suis hyper stressé et que j'ai pas de ressources, c'est-à-dire de techniques de gestion d'émotions, de prise de recul par rapport à ce qui se passe, de compétences, eh bien, je vais être déséquilibré. Et donc, dépenses énergétiques et demande, c'est un peu comme une recette. J'aime beaucoup cette métaphore. Donc, l'être humain, je vous le disais, effectivement, parfois, on entretient et on va passer dans du stress chronique. Et quand on est dans du stress chronique, voilà ce qui se passe. Et ça, c'est les patients que je reçois en cabinet ou les gens que je coach en entreprise. Eh bien, on reçoit des personnes qui ont du cortisol, on a de la fatigue, on peut avoir des douleurs, on peut avoir de la perte de mémoire, des troubles de la concentration, on est plus sensible aux infections, puisque quand on est stressé, on a une perte des IgA, une diminution des hormones, des anticorps. Et donc, et en plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, que c'est le cortisol qui va venir ici attaquer vos neurones. C'est-à-dire, vous voyez là, ce sont des neurones, les petites papates là autour sont des dendrites. Eh bien, au niveau de l'hypothalamus, le cortisol va venir détruire les dendrites. Et donc, perte de la concentration, perte de mémoire, perte de capacité. Quand on est dans du stress chronique, c'est comme ça qu'on arrive parfois au burn-out d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est que parfois, eh bien, on a un système d'alerte qui est trop développé, donc notre parasympathique qui court, et notre sympathique, excusez-moi, qui est trop actif.
Et puis, parfois, on a un système de calme qui est insuffisant. C'est comme si on avait un accélérateur de TGV, un accélérateur de TGV et des freins de vélo. C'est exactement, j'ai repris aussi cette métaphore à syndicat J. J'espère que, voilà. Donc, globalement, on a trois phases. La phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'adaptation. Il y a une alarme, le système se met en route. La résistance, je mobilise mes ressources pour faire face. Et ensuite, ou je m'adapte et je récupère, ou je ne m'adapte pas et je suis dans une phase d'épuisement qu'on peut retrouver aussi de cette manière. Et donc là, on peut avoir la décontraction avec l'accumulation de la fatigue, de l'épuisement, puis de l'anxiété, de la colère. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre le stress et la gestion des émotions. Et surtout, eh bien, quand je suis trop stressée, il y a une partie de mon cerveau qui est le système limbique qui gère tout ça. Eh bien, je n'ai plus accès à ma réflexion. Je n'ai plus accès à ma réflexion du tout. Donc, je vais être moins efficace. Il y a encore plus d'éléments qui vont me stresser et ça va être pire. Donc, euh, quelques outils de gestion du stress. Alors, dans les outils de gestion du stress et de gestion des émotions, d'ailleurs, en général, d'ailleurs, c'est intéressant de faire un diagnostic. Quels sont mes éléments stresseurs? Quels sont les déclencheurs? Et on va voir qu'ils peuvent être à différents niveaux. Les techniques de cohérence cardiaque, euh, on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes euh, pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Ça, c'est quand je, j'ai un stress modéré. Si vraiment vous êtes dans une situation où vous êtes hyper stressé, limite burn-out, vous pouvez faire ce travail pendant au moins 10 minutes. Ça passe vite. Il existe des applications qui existent. Moi, j'utilise l'application Petit Bambou gratuite, la version gratuite de cohérence cardiaque. Vous pouvez régler votre temps. Vous pouvez, je vais vous la montrer peut-être d'ailleurs, je vais vous montrer par la suite, ou d'autres, il existe Respirelax. Je vais vous montrer ça après. Les outils PNL, la communication, ça va vous aider à gérer les émotions, la gestion des émotions, comprendre ce qu'est une émotion, à quoi elle sert, quel est le message, être en accord avec ses valeurs. On a des outils PNL qui sont l'ancrage de ressources qui peuvent vous permettre d'aller rechercher un état interne positif et de réactiver tout de suite. La régulation émotionnelle, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Vous avez la méthode Tipeee ou la méthode de la régulation émotionnelle qui fait tomber une émotion en 2 minutes et qui a un impact super important. La cohérence cardiaque, on va en reparler. Et puis, savoir à quoi est dû votre stress, à quoi est due votre sensibilité émotionnelle. Et là, je vous présente un outil qui est issu de la PNL, donc le niveau logique. Eh bien, on se rend compte que est-ce que votre stress, et que si j'étais d'ailleurs RH en entreprise, et si j'étais responsable de formation, et que j'ai travaillé sur les risques psychosociaux, la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que la personne est en difficulté? Est-ce que c'est lié à l'environnement? Est-ce que c'est lié à du bruit? Est-ce que c'est lié au matériel utilisé? Par exemple, j'ai un ordinateur qui n'est pas adapté, je dois sans arrêt me pencher, trop lumineux, ou est-ce que j'ai un grand écran où je peux jouer facilement? Est-ce que je suis dans un environnement bruyant, en open space, et que j'ai toujours le bruit de fond avec mes collègues qui parlent? Par exemple, est-ce que c'est mes comportements? C'est-à-dire qu'est-ce que mes comportements, je ne sais pas communiquer. Donc, quand je demande à quelqu'un, je suis agressif et du coup, la personne est aussi agressive avec moi. Je n'organise pas ma journée de travail. Je ne planifie pas, par exemple, mes tâches. Je n'organise pas mon temps de travail. OK. Est-ce que c'est un problème de capacité, de compétences? Je n'ai pas les compétences sur par exemple, la gestion d'un matériel logistique, d'un logiciel. Je n'ai pas les compétences en communication. Je n'ai pas les compétences en gestion des émotions. Est-ce que mon stress est lié à effectivement une émotion qui est toujours là, mais cette émotion, à quoi elle est due? Souvent, quand on parle des niveaux logiques, souvent, par exemple, si je crois que j'ai la responsabilité de tout faire ou si je crois que mon N+1 en a contre moi, eh bien, forcément, mon émotion va être difficile. Du coup, je vais perdre mes capacités, mes comportements ne seront pas adaptés et j'aurai un impact sur mon environnement. Si je pense que mes valeurs ne sont pas respectées et que je ne suis pas capable de m'exprimer, même chose. Donc parfois, ce sont les croyances. Les croyances, c'est à propos de mon poste, c'est à propos de mes collègues, à propos de mes compétences.
eh bien, ça va avoir un impact directement sur mes émotions, mes capacités, mes comportements, mon environnement. Qui je suis, quelle identité j'ai dans mon poste, et est-ce que je suis claire sur la mission, sur ma fiche de poste? Est-ce que je travaille en fonction de ma fiche de poste? Est-ce que parfois je ne prends pas des missions où on me demande de prendre des missions, des rôles qui ne m'appartiennent pas, parce que je ne sais pas dire non, par exemple? Eh bien, d'abord, je pense que c'est important déjà d'étudier où se situe le problème. Et ensuite, eh bien, je peux avoir une boîte à outils qui me permet de mieux gérer mes émotions. Alors, dans les premiers outils, je vous ai parlé de la non-interprétation déjà. Donc, la non-interprétation, c'est je ne crois rien, je ne pense rien, je ne sais rien. Je me concentre sur les faits et je questionne. Et puis, la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, alors je vais passer sur l'explication scientifique de la cohérence cardiaque. Simplement, ce que vous avez à comprendre, c'est que quand, alors il y a plein de techniques de cohérence cardiaque qui existent. La plus connue, c'est celle-ci. C'est j'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Quand je fais ça très régulièrement, je diminue l'hypertension artérielle, je diminue les risques cardiovasculaires, je diminue l'anxiété et la dépression. J'ai une meilleure régulation de sucre. Il y a même un livre qui est sorti sur la perte de poids et la cohérence cardiaque. Réduction du périmètre abdominal, récupération à l'effort. Les sportifs utilisent la cohérence cardiaque. Amélioration de la concentration, de la mémorisation, diminution des troubles de l'attention pour les gens très stressés, diminution de l'inflammation. Donc, il y a un impact énorme. Et pour renforcer cette cohérence cardiaque, voilà, si ça vous intéresse, il y a des livres que je peux vous donner, le 365 de Charles Kaji, la cohérence cardiaque. On a aussi des formations ici sur la cohérence cardiaque. Je m'aperçois que vous voyez pas le bon système. Voilà. En toutes circonstances, vous pouvez accéder à ceci. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer plus clairement. Je vais arrêter mon partage. Si il veut bien. Voilà. Arrêter le partage. Je reviens avec vous. Et je vais simplement vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Si je vais, par exemple, sur l'application Petit Bambou, application gratuite de cohérence cardiaque, je vais simplement, euh, voilà, j'applique l'application Petit Bambou. Voilà. Je vais simplement me connecter à Et ça peut se faire en entreprise, hein. Il y a même des logiciels qui mesurent l'état de cohérence cardiaque, mais bon, là, je suis pas, c'est pas le but. Je vais simplement aller sur où est-ce qu'il est cohérence cardiaque. Et là, vous voyez, je commence. Je peux régler le temps, la musique. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Je ne vais pas faire la démo à fond, mais en tout cas, je peux ou utiliser l'audio, fermer les yeux. Alors, c'est mieux de le faire quand on est assis, puisque bon, il y a plein de raisons à ça, hein. Et donc, quand on respire à 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, eh bien, ce qui se passe, c'est simplement que on dit cohérence cardiaque, mais en fait, ce serait cohérence cardio-respiratoire, finalement. Bon, je vais l'arrêter. Donc, petit bambou, voilà. Ou respirolax, il y en a d'autres, il y en a plein. Eh bien, il y a une cohérence entre mon rythme respiratoire, les barorécepteurs qui sont là au niveau de mon aorte et qui enregistrent le changement de pression et, ma tension. En fait, notre corps est fait pour assurer une certaine homéostasie. C'est-à-dire que je dois toujours avoir les mêmes constantes, c'est-à-dire une tension entre ça et ça, un pH sanguin entre ça et ça, un rythme respiratoire entre ça et ça. Et à l'intérieur de mon corps, j'ai énormément de capteurs et d'interactions entre tous les mécanismes. Naturellement, notre corps est rarement en état de cohérence cardiaque, c'est-à-dire cet équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Parce que quand je me lève, tac, j'ai besoin d'un coup de parasympathique, d'un coup de sympathique, par exemple. Donc notre corps fait toujours ça. Donc ça s'appelle le chaos cardiaque quelque part. Mais c'est normal et c'est bon. Et quand on fait cet exercice respiratoire, on est dans un état de cohérence cardiaque
où il y a un certain équilibre entre le sympathique et le parasympathique, qui a donc plein d'effets bénéfiques sur tout le système hormonal. Ce qui fait que, en toutes circonstances, on peut se calmer, on peut vraiment travailler en profondeur sur le stress, et je pense que c'est une technique qui devrait être proposée dans toutes les entreprises. Et la dernière chose que je dirais, c'est simplement que nous sommes d'abord les premiers responsables. Nous sommes responsables de la gestion de nos émotions. Nous sommes responsables de la gestion du stress. C'est pas toujours l'entreprise qui est responsable. L'entreprise a bien sûr un impact, mais la première personne qui a un impact sur sa santé, c'est à nous-mêmes et nous avons aussi notre responsabilité là-dessus. Donc, si vous avez besoin de plus de documents, je vous invite d'aller sur mon site. Vous trouverez des e-books à télécharger sur la cohérence cardiaque. Il suffit d'aller vous taper sur REA Active, REA-active.com. Vous aurez sur notre site internet des e-books à télécharger. Vous aurez même une proposition de début de formation en ligne sur les outils de la programmation neurolinguistique. C'est complètement gratuit. Voilà, c'est à votre disposition. Et vous pouvez aussi nous contacter ou pour les interventions en entreprise ou pour vous inscrire à des formations sur site à Annecy, tranquillement. J'espère que cette, euh, cette vidéo aura été utile, ce live aura été utile. J'ai au plaisir de vous retrouver sur ça. Je ne sais pas, on n'a pas de chat. C'est la première fois que je fais une vidéo sur LinkedIn, donc je ne sais pas s'il y a du chat ou pas, mais je ne pense pas. Je vais quand même vérifier au cas où. Non, voilà, parfait. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous sera utile. Et si vous avez envie d'autres visios de ce type, contactez-nous sur LinkedIn, Tania Lafort. Et donc, ce sera avec grand plaisir qu'on va organiser régulièrement maintenant des lives pour vous être utiles et pour aussi, eh bien, nous faire connaître et connaître tout ce qu'on peut faire en entreprise et à titre perso pour aller vers du mieux-être. Je vous souhaite une excellente journée à vous et je vous remercie de votre participation. À bientôt.